Diffusé tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi. Les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par François Connac avec Philippe Etienne et Bruno Gagnère à la technique et préparé par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Jeanne-Marie Roux et Adèle Van Rett. Adèle qui prolongera tout à l'heure à 10h50 une balade dans la pensée de Stanley Cavell entre Shakespeare et scepticisme en compagnie de sa traductrice et interprète Sandra Logier. Suite ce mardi d'une semaine dans la recherche du temps perdu. Après avoir hier discuté avec Mireille Naturel, avant d'évoquer demain et après-demain les contre-allées d'une cathédrale en compagnie de Jacques Dariulla, c'est le philosophe Michel Herman qui est aujourd'hui notre invité. Michel Herman, à qui l'on doit notamment un bien utile dictionnaire des personnages de la recherche du temps perdu, un dictionnaire paru aux éditions Abel. Toutes les émissions de cette semaine, rappelons-le, ont été enregistrées en novembre dernier dans la maison mère de l'écrivain, la maison de Tante Léonie, un sanctuaire bicoque dont les parquets grinçaient sous les pas du petit Marcel qui, à force d'avoir à se coucher de bonne heure, finit par ne plus écrire que la nuit. Proust est l'héritier de Scheherazade, de Saint-Simon, de Baudelaire, on en a déjà parlé cette année, mais aussi de Flaubert, dont il vénère la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, et à qui il doit de savoir que les imbéciles sont souvent très intelligents, de même que les snobs font souvent profession de simplicité, voire de camaraderie. Et c'est d'un amour de Swann que nous allons partir aujourd'hui, un joyau, une merveille qui contient en miniature l'ensemble des thèmes agités par la recherche, un amour de Swann qu'il faut entendre à double titre, dont l'intrigue se situe avant la naissance du narrateur, quoiqu'elle dise l'essentiel de ses tourments, façon de montrer que si toutes les histoires d'amour se ressemblent, c'est parce que tout homme est en un sens le premier à tomber amoureux. Un amour de Swann, c'est un roman dans le roman qui a un statut particulier et au fond pour justifier du point de vue de la manière dont l'histoire est racontée ce long épisode ou ce petit roman, mais il faut considérer que tout ce qui est rapporté ici a été raconté au narrateur. C'est ce que j'appelle souvent dans la littérature le coup du témoin. Là, c'est le coup du témoin indirect. Voilà. Et donc nous sommes à Paris dans les années 1880, 1878, 79, 80. Nous sommes à Paris dans la bourgeoisie. La bourgeoisie qui, à ce moment-là, forme un petit clan chez Madame Verdurin. Nous sommes rue Montalivet. Et quelques années plus tard, le salon Verdurin va changer jusqu'à arriver quai Conti. Il va se situer beaucoup plus proche géographiquement et symboliquement du Faubourg Saint-Germain. Mais à ce moment-là, dans les années 1880, nous sommes rue Montalivet et nous sommes dans un salon. Un salon qui fait profession de camaraderie. Où on fait profession de camaraderie. Ici, on ne se gêne pas, on est entre camarades, comme dit Monsieur Verdurin. Voilà, on a son couvert mis, n'est-ce pas et on est entre camarades, entre copains. Voilà. L'évolution du salon va faire changer la sociabilité et les rapports sociaux peu à peu. Alors, ce qui est étonnant, évidemment, c'est de comprendre, et ça on le découvre, que ce soit dans Un amour de Swann ou dans Sodome et Gomorrhe, à chaque fois qu'on croise Madame Verdurin, c'est que on est au comble de la camaraderie ostensible et en même temps au sommet du snobisme. Alors, effectivement, au sommet du snobisme, au sens étymologique du terme, sine nobilitate. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est celui qui n'a pas de noblesse. C'est celui qui n'a pas de noblesse, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces années 1880, Madame Verdurin n'a pratiquement aucune idée, et les membres du petit salon, du petit clan, on va revenir sur les termes, n'a pratiquement aucune idée de ce que sont les guermantes. C'est au fond une sorte de monde idéal qui n'est pas tout à fait objet de désir encore. En revanche, dès ces années-là, c'est un trait très intéressant qui va constituer l'identité de ce clan, de ce salon, de cette petite église. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Dès ces années-là, on fait jouer Wagner dans le salon.
Ça signifie quoi? Ça signifie que cette, je ne peux pas dire petite bourgeoisie, hein, parce que c'est une bourgeoisie qui, au fond, a Petite des bourgeoisie, moyens. comme dirait Dr Cottard, parlant d'un Verdurin, 30 millions, c'est un chiffre. Absolument, c'est Oui. une bourgeoisie Fortunée. fortunée, mais il faut le noter, Proust, contrairement à Balzac, Proust ne s'intéresse pas finalement à la bourgeoisie d'argent, il s'intéresse à la bourgeoisie symbolique, à la bourgeoisie esthétique, on va le voir peut-être. Mais c'est une bourgeoisie fortunée, et on apprendra bien plus tard, le lecteur apprendra bien plus tard, par exemple, que M. Verdurin est un critique d'art estimé. Ça ne se voit pas dans le salon à l'époque, mais c'est un critique d'art estimé. Donc c'est une bourgeoisie qu'il est difficile de qualifier sur l'échelle, comme ça, parce que ça n'est pas dit. Alors, petite du point de vue de l'ascension de ce salon, petite à ce moment-là. Mais donc, on joue du Wagner. Pourquoi est-ce qu'on joue du Wagner? Pas simplement par goût, parce qu'à cette époque, dans les années 1880, je crois que la revue wagnérienne n'existe pas encore, ou elle va tout juste exister, et Wagner n'est pas un Rappelons que musicien. Bayreuth existe depuis quelques années seulement. Hein. Depuis simplement quelques années. Et le musicien, Wagner, comment dire, n'est pas un musicien très coté, comme on dirait aujourd'hui, ou comme on dirait dans le salon d'ailleurs, à ce moment-là. Mais il y a une sorte d'intuition dont Proust ne dit pas d'où elle vient. Elle est sans doute esthétique, elle est sans doute aussi très intuitive, une sorte d'intuition que la musique et que l'art en général va constituer, comment dire, un fond de la mondanité, va permettre de se distinguer peu à peu. Oui, parce que, alors, il faut le dire, c'est dans ce salon où arrive Swann, dont les participants découvrent à cet instant qu'il connaît les guermantes, qui est presque un gros mot, évidemment, dans ce salon, qui fait profession d'être précisément indifférent à la noblesse. Indifférent, c'est-à-dire hostile, bien souvent. Indifférent, c'est-à-dire désireux, c'est-à-dire hostile dans la recherche du temps perdu. Swann, c'est dans ce salon que Swann fait une expérience pétrifiante, hein, en écoutant une petite phrase à l'intérieur d'une sonate de Vinteuil, dont on peut penser qu'il s'agit de Saint-Saëns, mais enfin c'est une autre affaire, c'est un autre débat. Swann a là une émotion esthétique très pure, dont la restitution constitue l'un des moments de la révélation artistique du narrateur, l'une des étapes cardinales de sa découverte de la vocation artistique qui est la sienne. Swann a des émotions esthétiques très fortes, et puis Madame Verdurin, si snob soit-elle, a un véritable sens artistique, incontestable. Absolument, absolument. Madame Verdurin, effectivement, ça n'est pas uniquement la plutocrate qu'on a l'habitude de considérer. Par parenthèse, d'ailleurs, la plutocratie, dans le roman de Proust, ça se passe autant... C'est le gouvernement des riches, hein, ça, on peut le dire comme ça. Voilà, on peut le dire comme ça, et ça se passe autant chez les Verdurin que chez les Guermantes. Donc Madame Verdurin, elle a un véritable sens artistique, et son mari était un critique d'art réputé, extrêmement fin, en réalité. Il a perdu un petit peu de son acuité à cause d'usage de la drogue, qui est aussi un trait d'époque, fin du XIXe siècle. Bien, mais Madame Verdurin, effectivement, elle a une véritable intuition artistique, et cette intuition artistique n'est pas séparable, finalement, d'une forme de snobisme qui fait que c'est tel pianiste qui doit venir jouer à ce moment-là et que dont il faut admettre qu'il enfonce tous les autres, hein, voilà. Sinon on n'est pas admis. Voilà, c'est ça, on n'est pas admis. Alors ça, effectivement, ça c'est une des grandes leçons, je dirais, quasiment politiques du roman proustien, c'est que la société fonctionne à coup d'agrégats, de distinction et d'exclusion. Voilà. Donc là, le pianiste, c'est le plus grand des pianistes possible. Et la musique qui est jouée, la sonate de Vinteuil, elle dépend finalement du musicien, des musiciens, enfin des acteurs qui sont capables de la porter. Donc, à la fois le snobisme et l'intuition esthétique, finalement, vont de conserve dans ce roman. Si bien qu'il est difficile de dire que la Verdurin est telle ou telle, n'est-ce pas, se range dans telle catégorie ou dans telle autre. Les personnages de Proust, je l'ai souvent dit, les personnages de Proust sont absolument relatifs. Ils sont capables à la fois d'admiration et de déchéance, ils sont capables de faire le bien comme le mal, ils sont capables de compassion et d'ignominie. Alors il y a comme ça des personnages qui concentrent au maximum toutes ces ambivalences. C'est Sidonie Verdurin, ce sera aussi le baron de Charlus d'ailleurs, à sa manière. D'ailleurs, la rencontre de Mme Verdurin et du baron de Charlus fait l'effet d'un choc de titan au lecteur qui est allé jusque-là. Donc dans Sodome et Gomorrhe, la rencontre et puis l'affrontement finalement, qui est vraiment un duel au sommet entre ces deux géants que sont Mme Verdurin et le baron de Charlus, à cet égard constitue un véritable à la fois signe d'époque, puisque c'est la bourgeoisie contre l'aristocratie, et en même temps ils rivalisent en un sens d'intuition artistique l'un et l'autre, puisqu'ils
sont tous les deux très, très cultivés. Mais revenons-en à ce qui se passe dans le salon Verdurin, et l'ambivalence de la patronne, celle qu'on appelle la patronne. Elle est tyrannique, elle est totalitaire, elle est ouvertement sympathique, elle en a marre de rire pour de vrai parce qu'un jour elle s'est décroché la mâchoire, donc elle fait semblant, elle se met la tête dans les mains et elle fait semblant de rire aux éclats ou de pleurer de rire. Elle est hypocrite, elle est fourbe, elle excommunie le pauvre Swann du salon parce qu'il ne rentre pas dans les normes qu'elle a elle-même édictées. Et en même temps, elle est dreyfusarde, elle est anticléricale, et elle se méfie des avant-gardes. C'est vraiment un personnage extraordinairement riche, intéressant, et j'allais dire aussi vertueux que vicieux. Absolument, aussi vertueux que vicieux, vous le dites très bien, vous le dites très bien. Et elle existe, comme vous venez de la décrire, elle existe à la condition unique, on n'existe que par les autres, à la condition que ses fidèles, comme elle va les nommer, sont au fond le miroir de ses imaginaires, de ses fantaisies, et puis de son pouvoir. D'ailleurs, il serait bien de parler de quelques-uns des personnages. Bien sûr, Swann, bien sûr, Charlus, un peu plus tard. Elle viendra sur la côte normande, la maison de la Raspelière. La Raspelière, absolument. Voilà, la maison des Cambremer, oui. La maison des Cambremer. Mais là, dans ces années 1880, qu'y a-t-il dans ce salon? Il y a un prof de Sorbonne, un sorbonnard. Bon, il y a une énigmatique baronne, Madame Putbus, bon, qui est baronne sans lettres, bon, et donc qui essaye de se refaire en quelque sorte ou de se faire dans ce salon. Bon, il y a des personnages qui au fond composent la bourgeoisie montante de la Troisième République. Et ces personnages... Il y a aussi, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais on ne peut pas l'appeler autrement quand on lit, il y a le roi des cons également, qui est le docteur Cottard. Ah, il y a Cottard, effectivement, je crois que c'est Gérard Genette qui a ce joli mot, qui dit il souffrait, le pauvre docteur Cottard, d'insuffisance rhétorique. Voilà. Alors donc il y a un certain nombre de personnages comme Cottard qui, souvent à côté de la plaque, qui veut faire des jeux de mots, ces jeux de mots ne sont pas dans le contexte. Bon. Il y a un autre personnage aussi, un personnage terrible, c'est l'archiviste Sagnette. Là c'est terrible parce que symboliquement... Parce que c'est la victime absolue. C'est la victime absolue. Mais c'est l'archiviste, c'est celui qui conserve et qui est susceptible de transmettre le savoir, la culture. Et c'est lui qui est, au fond, la victime expiatoire de ce salon. C'est sur lui que tout se concentre. Ben c'est celui dont l'intégration repose sur le statut de victime. Absolument. Il voudrait ne plus être victime sans voir que ne plus être victime, c'est être exclu du petit cercle, puisqu'il n'existe dans le petit cercle qu'au titre de bouc émissaire. À telle enseigne d'ailleurs qu'à un moment, Proust l'a fait mourir. Il a oublié qu'il l'a fait mourir, bon, parce que vous savez que Proust n'a pas pu, comme on dirait au cinéma, monter, assurer le montage de son roman jusqu'au bout. Proust l'a fait mourir, et puis finalement, non, il n'est pas mort, et il est doté d'une petite rente par les Verdurins. Et en le dotant d'une petite rente, il est exclu, il est malade, malheureux, exclu, mais il a une petite rente. C'est une façon à la fois de lui exprimer de la compassion, et puis une sorte de pitié miséricordieuse qui est le degré extrême de l'exclusion. Swann demanda à faire la connaissance de tout le monde, même d'un vieil ami des Verdurins, Sagnette, à qui sa timidité, sa simplicité et son bon cœur avaient fait perdre partout la considération que lui avait valu sa science d'archiviste, sa grosse fortune et la famille distinguée dont il sortait. Il avait dans la bouche, en parlant, une bouillie qui était adorable, parce qu'on sentait qu'elle trahissait moins un défaut de la langue qu'une qualité de l'âme, comme un reste de l'innocence du premier âge qu'il n'avait jamais perdu. Toutes les consonnes qu'il ne pouvait prononcer figuraient comme autant de dureté dont il était incapable. En demandant à être présenté à M. Sagnette, Swann fit à Mme Verdurin l'effet de renverser les rôles, au point qu'en réponse, elle dit, en insistant sur la différence, « Monsieur Swann, voudriez-vous avoir la bonté de me permettre de vous présenter notre ami Sagnette ?» Mais excita chez Sagnette une sympathie ardente que d'ailleurs les Verdurins ne révélèrent jamais à Swann, car Sagnette les agaçait un peu, et il ne tenait pas à lui faire des amis. La charge du temps perdu est un roman tragique. Par exemple, il n'y a pas d'amoureux.
comme l'a chanté plus tard Aragon. Il n'y a pas d'amoureux. C'est vraiment une des conclusions que tous les couples de la recherche sont voués de temps en temps au plaisir, jamais au bonheur, et toujours à l'angoisse. Voilà. Donc c'est un roman tragique de ce point de vue-là. Mais la mort, c'est une thématique dans le roman qui est une sorte d'absence, de trou noir. Sauf la mort de la grand-mère qui revient après, c'est la fameuse scène des intermittences du cœur. Et puis la mort d'Albertine. Et la mort d'Albertine. La mort d'Albertine est très intéressante du point de vue du roman, parce que c'est l'une des premières fois, peut-être dans le roman, je m'avance un petit peu en disant ça, je sais que lors de son discours à Stockholm, Claude Simon avait relevé ça comme étant une des caractéristiques du roman contemporain. La mort d'Albertine n'est en aucun cas annoncée, elle est complètement fortuite, totalement contingente dans la structure de l'histoire. Et c'est assez nouveau d'ailleurs dans l'esprit romanesque. Le monde n'est pas créé une fois pour toutes pour chacun de nous. Il s'y ajoute au cours de la vie des choses que nous ne soupçonnions pas. Ah, ce ne fut pas la suppression de la souffrance que produisirent en moi les 2 premières lignes du télégramme. Mon pauvre ami, notre petite Albertine n'est plus. Pardonnez-moi de vous dire cette chose affreuse, vous qui l'aimiez tant. Elle a été jetée par son cheval contre un arbre pendant une promenade. Tous nos efforts n'ont pu la ranimer. Que ne suis-je morte à sa place? Non, pas la suppression de la souffrance, mais une souffrance inconnue, celle d'apprendre qu'elle ne reviendrait pas. Et en même temps, la mort d'Albertine est l'occasion pour le narrateur, là encore, d'une expérience qui le conduit vers sa vocation d'artiste et le moment où il s'agit de justifier l'existence, y compris l'existence des morts. À la fin du temps retrouvé, il dit profonde Albertine, je la voyais endormie. Quelque chose comme ça, alors qu'elle était morte. En somme, il a réussi à, non pas la ressusciter, mais à la faire passer de la mort au sommeil. Il y a ces pages qui sont peut-être les plus belles de la recherche, en tout cas à mon avis, dans La prisonnière, dans lequel le narrateur décrit Albertine endormie et se décrit lui-même embarqué sur le sommeil d'Albertine. Et il faut bien comprendre qu'à l'instant où il écrit ces pages, Albertine est morte depuis bien longtemps. Et donc il décrit une femme endormie, à laquelle par conséquent il n'a pas accès, dont l'altérité s'ouvre sur un infini dont lui est privé, ce qui le désespère, ce qui le désole à cet égard, il n'y a pas d'amour heureux. Mais en même temps, c'est d'une morte qu'il parle quand il parle d'une femme endormie. C'est aussi peut-être l'une des façons de magnifier par l'art ce que la réalité peut avoir d'indigeste. Oui, peut-être pour corriger, après ce que vous venez de dire, vous avez parfaitement raison, un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, du point de vue de l'histoire des personnages. La mort, c'est un trou noir. Bon. Mais du point de vue de la conscience du narrateur, effectivement, c'est un grand roman sur le souvenir et le fait que un roman, eh bien, c'est un grand cimetière. Comme dit Proust à un moment, comme dit le narrateur à un moment. Et la mort est présente. La mort est présente, je crois qu'il y a une grande mélancolie pour le narrateur, pas pour les personnages, pas pour ces personnages qui, de ce point de vue-là, sont, c'est un peu forcé de dire ça, mais un peu des marionnettes à propos de l'évocation de la mort. Pour le narrateur, la mort est sans cesse présente. Je ne dirais pas tout à fait qu'il y a cette conscience heideggerienne que l'homme est un être pour la mort, mais il y a quelque chose un peu comme ça. L'homme est un être pour la mélancolie, si je voulais paraphraser. Tout le début du roman commence par « maintenant que la vie se tait davantage ». Souvent on oublie ces quelques mots. C'est pas que lorsque le narrateur commence à raconter longtemps, je me suis couché de bonne heure, etc. Et maintenant que la vie se tait davantage. L'un des éléments de la mélancolie, dans la recherche du temps perdu, Michel Herman, c'est aussi la mélancolie qui, en ce qui concerne le deuil d'Albertine, par exemple, la tristesse d'avoir perdu Albertine à jamais, se redouble de la tristesse insondable que lui inspire la certitude de l'oublier un jour. Absolument. Il y a une mélancolie qui devance le moment. En somme, je crois que c'est La Rochefoucauld qui dit à quelqu'un, il dit « tu pleureras à l'heure où tu pleures ». Il y a quelque chose chez le narrateur de cela. C'est-à-dire, sa mélancolie lui vient aussi du sentiment qu'un jour il ne sera plus triste. Absolument. C'est l'expérience des intermittences du cœur. À un moment, il y a une forme de pulsion de vie qui l'emporte et qui fait
qui fait au fond un sentiment de culpabilité. Il y a un grand sentiment de culpabilité oedipienne dans la recherche, et effectivement, elle est éprouvée, pour commencer, à propos de la mort de la grand-mère. Il s'en veut en quelque sorte, d'une certaine façon, de l'avoir tuée, parce qu'il ne s'en souvient pas assez. Rappelons qu'elle a eu une attaque en se promenant avec lui, il me semble, sur les Champs-Élysées. En se promenant avec lui, et le premier médecin qui l'examine dit à la famille que ce n'est pas grand-chose qu'elle s'en remettra, c'est-à-dire qu'il ne lui dit pas la vérité. Voilà. Et elle meurt quelques temps après, si je me souviens bien, sans pratiquement avoir repris connaissance. Donc il y a là, lié d'ailleurs au monde médical. C'est amusant d'ailleurs, là nous sommes ici à Combray, à Illiers-Combray. Bon, mais le médecin d'Illiers-Combray, de la contrée, s'appelle le docteur Percepied, c'est bien sûr une référence flaubertienne, hein, absolue. Ah oui, alors, une sorte d'ironie sur les médecins. Il faut rappeler ça, hein, la référence flaubertienne, c'est que dans Madame Bovary, le personnage dont le nom m'échappe à cet instant, Letty Boudoir, non. Je suis comme vous, son nom m'échappe. Voilà, et qui se retrouve unijambiste à la fin. Enfin, il perd l'usage de sa jambe puisque l'opération ne fonctionne pas. Donc référence flaubertienne, absolument. Très présente chez Proust. Oui. Tout à fait. Et donc l'univers médical de Proust, hein, l'univers des médecins, est lié, je crois, à cet imaginaire très mélancolique de la mort. Le médecin, c'est celui qui assure le passage, mais qui ne dit pas qu'on passe d'une rive à l'autre. Revenons-en justement au roi des imbéciles, pour le dire plus courtoisement, c'est-à-dire le docteur Cottard, celui dont les calembours tombent à plat, celui qui fait œuvre de bonne camaraderie en permanence, hein, qui est vraiment le compagnon exemplaire de tout ça, par ailleurs d'un snobisme absolu, hein, celui qui vendrait son âme pour soigner un député, mais qui peut laisser sa servante mourir de la gangrène, celui dont le stock de citations latines est tout à fait étroit, n'est-ce pas, et qui du coup se met à citer du latin sans que ça ait le moindre rapport avec la conversation qui est la sienne, le docteur Cottard, que par ailleurs Madame Verdurin appelle le docteur Dieu, parce qu'il a sauvé la vie de son mari. Absolument. Absolument. Oui, ce personnage, tout comme Brichot par exemple, hein, représente à la fois le savoir de la transmission et le savoir à venir, en quelque sorte. Bon. C'est effectivement un peu... Nous sommes à une époque, à la fin du XIXe siècle, où tout de même la médecine a fait un certain nombre de progrès, et où la figure du médecin devient une figure puissante. Je ne dirais pas toute puissante, comme peut-être aujourd'hui dans certains cas, mais une figure puissante. Donc ce sont deux personnages qui représentent, on va dire, les valeurs de la bourgeoisie, les valeurs scientifiques. Je n'ose pas dire scientistes, parce que c'est pas tout à fait du Flaubert de ce point de vue-là. Les valeurs scientifiques, et en même temps, ce sont ces personnages qui sont ridicules en société, c'est-à-dire qui ont du mal à exister sous le regard des autres. Voilà. L'un des meilleurs modèles de ça, d'ailleurs, c'est le rapport que Cottard entretient avec l'homosexualité de Charlus. Oui, puisqu'il est scientifique, a priori, il pourrait se dire que, en scientifique qu'il est, les phénomènes ne sont pas moraux, et que par conséquent, rien n'étant hors de la nature, il n'y a pas de condamnation à formuler à l'encontre de l'homosexualité. Or, pour Cottard, les homosexuels font quand même partie de la classe des anormaux. Monsieur de Charlus, désireux de témoigner sa reconnaissance au docteur, de la même façon que monsieur le duc, son frère, eut arrangé le col du paletot de mon père, comme une duchesse surtout eût tenu la taille à une plébéienne, approcha sa chaise tout près de celle du docteur, malgré le dégoût que celui-ci lui inspirait. Et non seulement sans plaisir physique, mais surmontant une répulsion physique, en guermantes, non en inverti, pour dire adieu au docteur, il lui prit la main et la lui caressa un moment avec une bonté de maître, flattant le museau de son cheval et lui donnant du sucre. Mais Cottard, qui n'avait jamais laissé voir au baron qu'il eût même entendu courir de vagues mauvais bruits sur ses mœurs, et ne l'en considérait pas moins dans son fort intérieur comme faisant partie de la classe des anormaux, même avec son habituelle impropriété de terme et sur le ton le plus sérieux, il disait d'un valet de chambre de M. Verdurin « Est-ce que ce n'est pas la maîtresse du baron ?» Personnage dont il avait peu l'expérience, se figura que cette caresse de la main était le prélude immédiat d'un viol pour l'accomplissement duquel il avait été, le duel n'ayant servi que de prétexte, attiré dans un guet-apens et conduit par le baron dans ce salon solitaire où il allait être pris de force. N'osant quitter sa chaise où la peur le tenait cloué, il roulait des yeux d'épouvante, comme tombé aux mains d'un sauvage dont il n'était pas bien assuré qu'il ne se nourrit pas de chair humaine.
D'autre part, dans le salon verdurin en particulier, on s'aperçoit que le savoir ne protège pas de la bêtise, ni éventuellement du sadisme. Hein. Donc ces personnages sont volontairement, tous les personnages de Proust sont volontairement ambivalents, volontairement relatifs pour le lecteur. D'ailleurs, on l'a beaucoup reproché à Proust. Mauriac lui a beaucoup reproché, même son ami Lucien Daudet lui a beaucoup reproché, en disant qu'il n'y avait pas, pour Mauriac, il n'y avait pas un seul personnage que l'on pouvait sauver dans la recherche du temps perdu. Ces personnages sont insaisissables. Hormis Swann, peut-être. Mauriac, je crois, ne sauvait même pas Swann. Alors, pourquoi ne pas sauver Swann, selon vous? Ce personnage exquis, délicat, dont le seul tort est peut-être, une fois qu'il a épousé Odette, de devenir lui-même un peu snob et de se flatter de dîner avec le sous-secrétaire du ministre des Postes. Mais à part ça, à part cette petite pulsion snob chez Swann, à part ce moment-là où il devient lui-même un peu vulgaire, Swann est en permanence au-dessus de la mêlée quand même, non? Moi je suis assez d'accord avec vous, Swann est un très beau personnage. C'est un personnage qui a sa petite dose de snobisme, c'est évident, mais c'est un très beau personnage. Alors c'est un personnage que Proust ne moque pas, précisément, c'est un personnage qui lui sert un petit peu de contraste par rapport au narrateur, puisque au fond, une sorte d'idéalisme de l'art de Swann fait qu'il ne deviendra jamais un créateur, qu'il n'écrira jamais son livre sur Vermeer, etc., etc. Mais Swann, c'est un des très très beaux personnages de la recherche du temps perdu. C'est ce personnage qui est d'ailleurs, le narrateur le dit, c'est un de ses modèles, hein, cher Charles Swann. Il se rend compte que l'histoire de Swann qu'on lui a racontée est telle qu'il a pu l'apercevoir, puisqu'à un moment il était invité dans le salon, chez les Swann et dans le salon d'Odette, puisqu'il était amoureux de leur fille Gilberte. Bien, donc Swann, dont on lui a parlé, Swann dont il a vu en partie la vie, c'est un petit peu son modèle. C'est un pré-Marcel, Swann. Effectivement, c'est ce personnage qu'on a envie de sauver. Et c'est peut-être un de ces personnages... C'est le Marcel sans œuvre. C'est le Marcel sans œuvre, voilà. Mais c'est peut-être un de ces personnages qu'on peut pleurer. Parce que, vous savez, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que quand les personnages meurent dans la recherche du temps perdu, la Berma, par exemple... Ça, c'est Sarah Bernard, hein, enfin, si j'ose dire. C'est l'équivalent, si tant est qu'il y en ait un, c'est Sarah Bernard. C'est l'équivalent de Sarah Bernard. Elle meurt en quelque sorte maltraitée par sa fille. Bon. Mais on n'a pas envie de pleurer la Berma. Bon. On peut avoir envie de pleurer Saint-Loup, disparu sans laisser de traces. Bon. Mais Swann, moi, c'est le seul personnage, finalement, que je lis avec une certaine dose de pathétique, au bon sens du terme, c'est-à-dire qui fait un effet affectif, en quelque sorte. Moi, je sauverais Swann, évidemment, mais contrairement à Mauriac, je sauverais beaucoup de ces personnages. Pourquoi? Parce que Proust plonge ces personnages, finalement, dans l'existence. Il les plonge dans l'existence. Ils sont bien plus vrais, à mon avis, que les personnages du roman psychologique de Bourget à peu près à la même époque. Je ne voudrais pas être déplaisant, mais ils sont bien plus vrais, me semble-t-il, même que les grands personnages pathétiques de Mauriac, qui sont unitaires. Les personnages de Proust, c'est des personnages mêlés, ces personnages qu'on ne peut pas rapporter à des idéalités, ce sont des personnages plongés dans les contingences de la vie. Mais Michel Herman, on avait prévu de parler de politique aujourd'hui, je ne sais pas si on va y arriver, mais restons quand même un instant là-dessus parce qu'on est quand même au cœur de sa démarche. Si les personnages de Proust sont mêlés, est-ce que ça n'est pas justement parce que le narrateur essaie, dans la mesure du possible, de ne pas les mêler de lui-même? C'est-à-dire, bien sûr, le narrateur se situe à l'intérieur de ses pensées et donc de sa propre perception des choses. Mais en même temps, quand il formule un jugement, il se méfie de la part de lui-même qui peut entrer dans le jugement qu'il formule. Et donc la façon qu'il a, si les personnages sont équivoques, si les personnages sont ambivalents, c'est parce qu'il n'y a pas cette intention de l'auteur qui serait de les rendre univoques, justement, en les mêlant de lui-même, de leur accoler l'étiquette qu'il aurait envie de voir poser sur eux. En somme, paradoxalement, c'est un roman à la première personne du singulier, c'est un narrateur qui est omniprésent et qui ne cesse de raconter ses pensées, et surtout de raconter ses impressions. Mais il a une façon de raconter ses impressions qui préserve bizarrement et qui garantit presque la réalité ou l'altérité de l'objet dont il restitue les impressions qu'il dépose en lui. Donc il y a un vrai paradoxe là-dedans, et il y a quelque chose... Comment un livre aussi subjectif que celui-ci peut-il réussir pour autant à restituer autant d'altérité et donc autant d'équivocité chez les personnages dont il parle? Vous avez parfaitement raison, c'est parce qu'il y a une épistémologie du récit proustien. C'est un récit à la première personne, mais ça n'est pas, comme c'est la mode aujourd'hui, une autofiction. Bon, ça n'est pas non plus une autobiographie, soit bien clair. Pourquoi? Pour une raison très simple. Le narrateur s'appelle Marcel. Hein. Le narrateur s'appelle Marcel. Bon,
Il y a des débats byzantins sur cette question. Le narrateur s'appelle Marcel. Hein, ne jouons pas avec les signes. Bien. Mais qu'est-ce que fait ce narrateur? Il ne raconte pas ses souvenirs. Il raconte la manière dont ces souvenirs reviennent. C'est patent dès le tout début du roman, dès les premières pages du roman. La grande longue page sur les chambres, longue phrase sur les chambres, cette espèce de longue soie, comme Proust décrivait lui-même sa manière de faire des phrases. Et la comtesse de Noailles, d'ailleurs, lui avait soufflé cette métaphore, au fait des phrases comme des longues soies. Cette longue soie sur les chambres du dormeur insomniaque qui est perdu dans une chambre et qui se souvient des chambres qu'il habitait par le passé. Il ne se souvient pas. Il ne raconte pas qu'il se souvient, il raconte la façon dont le souvenir lui est revenu. Et c'est ce système, pardon d'un mot un peu grossier, épistémologique, c'est ce système de restitution du savoir, au sens plein du terme, pas au sens académique bien évidemment, qui fait la particularité de ce roman. À partir de là, il est bien évident que les personnages dont il se souvient, ce ne sont pas ces personnages qu'il va raconter, puisqu'il raconte la manière. À partir de là, ils ont une grande liberté. Les personnages de Proust sont, je ne dirais pas en liberté totale. Ne sont pas comme ces personnages de Queneau, vous savez, qui parfois sortent du livre pour venir dire bonjour au lecteur. Non, mais ils sont en liberté surveillée. À partir de là, ils ont une certaine labilité, une certaine liberté d'action. C'est la raison pour laquelle le narrateur les a mis à la bonne focale, à la bonne distance. C'est ça qui fait, à mon avis, aussi la beauté de ce roman. Et c'est très difficile pour un romancier de quiconque a écrit des romans, c'est que c'est très difficile d'écrire un roman à la première personne, parce qu'on ne peut raconter normalement que ce que l'on sait. Bon. Et Proust a non pas tourné la difficulté, mais il a complexifié le système, et en même temps, il a trouvé une solution. Puisque c'est un grand roman sur le temps, eh bien ce grand roman sur le temps, c'est pas « je me souviens », c'est « je dis comment je me souviens ». À partir du moment où je dis comment je me souviens, il y a différentes manières de se souvenir. C'est ça l'objet du livre. De là, l'ultime image de ces hommes montés sur des échasses. Il dit les hommes occupent une place dérisoire dans l'espace, mais considérable dans le temps. Et il parle de ces hommes qui s'élèvent comme sur des échasses, finalement, auxquelles on rajouterait un morceau, chaque année rajouterait un morceau. Donc il parle à cette instance, et à la toute fin du livre, du duc de Guermantes, assis, dit-il, sur le sommet peu praticable de 83 années. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la métaphore des échasses, il l'emprunte à Montaigne. On la trouve déjà dans les essais. Mais cette façon qu'il a d'envisager les individus comme pris dans le temps, interdit d'une certaine façon de leur assigner, comme on assigne quelqu'un à résidence, une identité stable. Absolument. Ils sont dans la durée. On a souvent dit qu'entre Proust et Bergson, il y avait des rapprochements, mais d'énormes différences. Bon. C'est vrai, il y a une différence sur la structure de la mémoire, c'est vrai, hein, sur la restitution des phénomènes de mémoire, c'est vrai. Mais en revanche, il y a une similitude à propos de la durée. Proust restitue de la durée. C'est-à-dire du temps non décomposable. Du temps non décomposable. Ce qu'il appelle, lui, le temps à l'état pur. Le temps à l'état pur, c'est ça. Le temps à l'état pur, c'est l'expérience épiphanique de la fameuse petite Madeleine et puis d'autres moments de mémoire involontaire. Mais il y a beaucoup de moments, de petits moments, de petites épiphanies dans la recherche du temps perdu. On parle souvent de la petite Madeleine, on parle souvent du pavé Malécari, un élément déclencheur et structurant pour l'histoire, c'est vrai. Mais il y en a énormément de petits moments comme ça qui permettent de restituer du temps à l'état pur, c'est-à-dire une durée. Si bien qu'un être existe dans la durée. Un être existe dans la durée. Qu'est-ce qui peut faire que, son identité à un moment, oui, ce terme, soit brisé? Eh bien, c'est que la durée a été interrompue. Et c'est la fameuse scène de la fin du roman, chez les Guermantes, cette fameuse scène où... La matinée chez la princesse de Guermantes. Chez la princesse. Racontez-nous ça, Michel. Un certain nombre de personnages de l'histoire se retrouvent tous à ce moment-là. Nous situons en chronologie relative, hein, puisque c'est intéressant, hein, il y a beaucoup de... Si on essaye de restituer une chronologie à l'histoire rapportée par la recherche du temps perdu, il y a parfois des petites incohérences. Donc on essaye de rétablir une chronologie relative. Nous sommes à ce moment-là après la guerre. Après la guerre, lorsque cette révolution sidérale, cette révolution de la bourgeoisie, dont on va peut-être un petit peu parler, hein, sidérale a eu lieu en quelque sorte, et nous sommes dans cette fête, dans cette matinée, chez la princesse de Guermantes, et plusieurs personnages que le narrateur a côtoyés se retrouvent là, et ne se reconnaissent pas. Pourquoi? Parce que le temps a fait son office. Et tous ces personnages sont comme des poupées extériorisées par le temps. Donc la durée a été brisée.
La durée a été brisée, aussi bien d'ailleurs pour les personnages entre eux que pour le narrateur, qui depuis des années vit dans une maison de santé, a fait un bref retour à Paris dans le Paris de la guerre, ce qui donne lieu à de très très belles pages, presque wagnériennes, sur la beauté cruelle de la guerre, de ce qu'est la guerre. Et puis sur les passions à la fois morbides et vivantes. Du baron de Charlus. Du baron de Charlus, entre on autres. va y venir tiens, sur le baron de Charlus. Juste avant cela, la matinée chez la princesse de Guermantes, c'est une matinée dans laquelle il découvre l'ambivalence du temps, parce qu'il dit le temps, effectivement, c'est ce qui nous décompose, mais également le temps agit comme un sculpteur. Il emploie cette figure. Hein. Le temps est également ce qui nous permet de recomposer justement des personnages, ce qui détruit ici, embellit là-bas. En somme, le temps, c'est l'écrin, et il appartient au fond à l'artiste de faire jouer le temps à son profit. Paradoxalement, c'est ce qu'il appelle le temps retrouvé, c'est-à-dire passer de ce temps qui nous échappe et qui nous décompose à un temps qui est la condition de possibilité, d'abord parce qu'il est non réversible et qu'il donne au souvenir toute son épaisseur, mais un temps dont la non-réversibilité est paradoxalement la chance laissée à l'artiste. Absolument. Le premier moment, c'est l'absence de reconnaissance. On est perdu, le temps n'existe plus. Et le second moment, effectivement, c'est que le temps a sculpté les êtres. Le temps les a à la fois détruits et singularisés à l'extrême. Et grâce à cette perception de la singularité des êtres, eh bien, le temps se recompose peu à peu. Mais il se recompose dans la mélancolie. Il se recompose avec la vie qui s'est peu à peu, non pas tout à fait éteinte, mais dont la parole ne devient qu'un filet. La vie se tait davantage. Et c'est à ce moment-là que le narrateur écrit. Donc, il y a une ambivalence là aussi. La vie, la véritable vie recomposée, c'est la littérature, c'est vrai, mais la littérature intervient au moment où la vie risque de finir. La leçon du temps retrouvé n'est pas tout à fait une leçon optimiste, c'est une sorte de merveilleux pessimisme en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'écrivains avec qui il m'arrive d'en parler, et je reconnais que c'est ma propre expérience aussi d'écrivain, c'est de dire il n'y a pas de temps retrouvé. N'est-ce pas ? Lorsqu'on pense soi-même à sa propre vie, il n'y a pas de temps retrouvé. C'est une merveilleuse fable, mais il n'y a pas de temps retrouvé. J'ai toujours lu ce livre, moi, comme un livre à la fois joyeux et tragique. Joyeux et tragique. J'allais vous dire que l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, sans doute. L'un ne va pas sans l'autre, sinon c'est... Venons-en à la politique, Michel Herman. Restons, je ne sais pas si on est dans la joie ou dans le tragique, là, justement. Vous avez parlé de cette balade à Paris avec le baron de Charlus, hein, dans le temps retrouvé, le baron de Charlus, je crois que c'est le moment où le baron de Charlus part dans une grande diatribe, pas franchement germanophile, mais en tout cas anglophobe, anglophobie du baron de Charlus. Et c'est également un des rares moments où le narrateur fait montre d'un patriotisme authentique, qui est le sien. Il considère que l'Allemagne a moralement tort, hein, comme le disait Bergson devant l'Académie en 1915 ou 14. Hein, l'Allemagne a moralement tort. Le narrateur est d'accord avec cela, et pourtant il retient du discours du baron de Charlus, notamment, comme d'autres d'ailleurs, la possibilité de rentrer dans les raisons de celui qui a tort. Mais enfin là, il y a un élément politique très intéressant. Oui, on peut effectivement partir de cette scène. Le baron de Charlus, à ce moment-là, est totalement exclu. Il faut le savoir, il est totalement exclu. Et Madame Verdurin, qui est devenue, dit le narrateur, une des reines du Paris de la guerre, c'est elle qui est l'arbitre des élégances. Mais l'arbitre des élégances, c'est pas simplement, ça va bien au-delà. Le mot élégance, c'est un grand paradigme. Elle est l'arbitre, en quelque sorte, des valeurs, des décisions qui peuvent être prises, n'est-ce pas ? Elle a des relations politiques avec le gouvernement. Bon. Le baron de Charlus est totalement exclu. Il est mondainement exclu. Mais il est doublement exclu parce que, en raison de sa filiation, en raison de sa noblesse, il y a des liens avec les Hohenzollern et avec la maison d'Allemagne. Bien. Donc, et puis il déteste les Anglais. Il déteste les Anglais, bien évidemment, il déteste les Anglais. Alors pour des raisons, on est dans le clan là aussi, hein, on est dans le clan. Ce sont des raisons familiales. Bien évidemment, hein, puisque la reine Victoria était une princesse allemande. Bon. Donc, ce sont des raisons de clan. Hein, ça n'est pas dit explicitement, mais ce sont des raisons de clan à ce moment-là. Et donc, en quelque sorte, il est germanophile. Et ça lui est bien évidemment reproché, en particulier par le tout Paris de l'époque, qui est dominé par la Verdurin. Et la Verdurin menace de le dénoncer comme étant un ennemi, comme étant un traître. Et effectivement, à cette époque, vous savez, lorsque Clémenceau... Tout ça d'ailleurs parce que la Verdurin ne digère pas le refus que Charlus avait opposé à une invitation qu'elle lui avait lancée des années plus tôt. Tout à fait. Il y a eu une rupture mondaine des années plus tôt. D'ailleurs, lorsque Charlus commence à fréquenter chez la Verdurin ne sait pas qui il est. Hein, et il ne le dit pas.
Il va fréquenter chez les Verdurin parce qu'il espère y retrouver, y trouver bonne fortune. À tel point d'ailleurs que quand elle est bonne fortune sensuelle, puisque le baron de Charlus est constamment à la recherche de bonne fortune sensuelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il affiche une homophobie persistante en général. Il se moque constamment des homosexuels dont il est le représentant le plus digne, si j'ose dire, ou le plus indigne, ou le plus éminent en tout cas. Le baron de Charlus est un prédateur et en même temps une victime absolue de toutes les proies qu'il se donne. Il raconte même un jour, comme ça c'est au début de Sodome et Gomorrhe, que partant à la recherche d'un conducteur de bus, il l'a suivi, alors il voulait le suivre jusqu'à la porte d'Orléans, il s'est retrouvé à Orléans même, contraint de regarder la cathédrale qui est une des plus laides de France. Oui, parfois, effectivement, ce genre de prédateur, on arrive à ces sortes d'échecs, effectivement. Mais il a été exclu du salon Verdurin. Il y a eu en quelque sorte... la Verdurin l'a exclu officiellement, hein, au vu et au su des membres du salon, à cause, disons, de sa mauvaise vie. Bien. Mais en réalité, c'est pas du tout pour ça, c'est pas du tout pour une raison morale, c'est tout simplement parce qu'il lui a tenu tête, et il s'est moqué d'elle, et il a fait preuve de beaucoup plus d'esprit qu'elle. Et donc, elle lui en veut effectivement à mort, si on peut dire, et bien des années plus tard, lorsqu'elle sera devenue toute puissante politiquement, eh bien, elle se vengera, hein, elle envisagera de se venger en quelque sorte. Bon. Le baron de Charlus est un personnage extraordinaire. C'est un homme-femme, hein, comme le dit Proust. Donc, il est capable effectivement de brider l'expression de ses tendances, de ses pulsions, dont il est l'objet. Il n'a pas assez grande emprise sur ses pulsions. Ces traits généraux de toute une famille prenaient pourtant dans le visage de Monsieur de Charlus une finesse plus spiritualisée, plus douce surtout. Je regrettais pour lui qu'il adultérât habituellement de tant de violence, d'étrangeté déplaisante, de potinage, de dureté, de susceptibilité et d'arrogance, qu'il cachât sous une brutalité postiche l'aménité, la bonté qu'au moment où il sortait de chez Madame de Villeparisis, je voyais s'étaler si naïvement sur son visage. Clignant des yeux contre le soleil, il semblait presque sourire. Je trouvais à sa figure, vue ainsi au repos et comme au naturel, quelque chose de si affectueux, de si désarmé, que je ne pus m'empêcher de penser combien M. de Charlus eût été fâché s'il avait pu se savoir regarder. Car ce à quoi me faisait penser cet homme qui était si épris, qui se piquait si fort de virilité, à qui tout le monde semblait odieusement efféminé, ce à quoi il me faisait penser tout d'un coup, tant il en avait passagèrement les traits, l'expression, le sourire, c'était à une femme. Le baron de Charlus est le frère du duc de Guermantes. Oui. Ce que Madame Verdurin découvre, d'ailleurs elle n'y croit pas quand elle l'entend. Quand il dit mais c'est mon frère, elle ne sait pas si c'est une plaisanterie, une galéjade ou si c'est sérieux. Mais bon, c'est le frère du duc de Guermantes. Bazin et Palamède, donc ils sont frères l'un et l'autre. Frères l'un de l'autre, plus exactement. Et le baron de Charlus a donc toute une dimension politique, cette anglophobie, cette germanophilie qui est la sienne. Dimension politique dont on comprend qu'elle lui est inspirée par sa propre vie, par son rapport aux hommes, pas seulement par atavisme ou par sentiment d'être lui-même le descendant du connétable, etc. Il y a aussi l'expérience qu'il fait au quotidien. Mais alors c'est encore plus frappant chez le duc de Guermantes, le Jupiter tonnant, comme dit le narrateur, qui lui devient anti-Dreyfusard le jour où il échoue à son élection à la tête du Jockey Club. Oui, c'est antérieur, si je me souviens bien, à son élection. Il échoue à l'élection parce que il est considéré comme anti-Dreyfusard et on lui préfère un bourgeois moyen. Hein, ou quelqu'un qui est moins... Pardon Michel Herman, il me semble, mais alors je parle sous votre contrôle, qu'il échoue au Jockey Club parce que justement on soupçonne sa femme de dreyfusisme. Oriane, on la soupçonne elle d'être dreyfusarde et que Chauspierre
fait campagne, lui, sur un thème patriotique, et que le duc de Guermantes, négligeant de faire campagne, se retrouve blackboulé. Le duc de Guermantes ne veut pas s'abaisser à faire campagne. Alors il faudrait que nous reprenions le texte. Dans mon souvenir, il était déjà devenu Dreyfusard. Bon, il faudrait reprendre le texte. C'est un petit point de détail, effectivement. L'histoire est tellement foisonnante que mais parfois... ce qui est intéressant, c'est de voir que être Dreyfusard ou être anti-Dreyfusard dépend d'un épisode tout à fait anodin de la vie du duc de Guermantes. Voilà, alors là, on va reparler de politique. C'est une bonne entrée dans la politique. Toujours la contingence, toujours l'imprévu, toujours ce qui n'est pas prévisible, en quelque sorte. C'est ça qui fait aussi la beauté de cette histoire. C'est un des éléments qui fait qu'on s'intéresse à ce qui est raconté. Bon. Et que ce ne sont pas que des histoires de duchesse, comme l'avait dit Jean Schlumberger, pour refuser le livre de Proust. La NRF a refusé Proust en 1913. On a longtemps dit que c'était Gide, c'était pas Gide. C'était entre autres Guéon et Jean Schlumberger. Jean Schlumberger avait dit « c'est plein de duchesses, c'est pas pour nous ». Bon, c'est histoire de duchesse. Donc, c'est pas que des histoires de duchesse. C'est vraiment des histoires du hasard de la vie. Alors donc, comment est-ce qu'on devient Dreyfusard ? Chez les Verdurins, on devient Dreyfusard à la fois d'un point de vue moral et par intérêt. La Verdurin a très bien compris qu'on est à une époque où les nouvelles valeurs seront l'art et la politique. Ce ne sera plus la tradition, ce ne sera plus les bonnes manières, ce ne sera plus l'héritage, c'est l'art et la politique. On est encore dans cette période, on est encore dans ce temps-là. C'est à ce moment-là que ça se dessine, elle le comprend très très bien. Donc, la Verdurin et le salon Verdurin deviennent Dreyfusard, bien que Madame Verdurin ait manifesté des signes d'antisémitisme, d'antisémitisme d'époque à ce moment-là. Qu'elle confond d'ailleurs avec son anticléricalisme. Qu'elle confond avec l'anticléricalisme, parce que c'est une laïque obsessionnelle, en quelque sorte. Et elle adhère aux propos de Cottard sur ce qu'il appelle la confrérie, puisque Cottard, non content d'être homophobe, est évidemment antisémite. Absolument, voilà. Mais d'un seul coup, la patronne va obliger ses fidèles à changer d'opinion. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que l'avenir est là. Et elle comprend à un moment de l'affaire, elle comprend que les choses vont se retourner et que l'avenir est au Dreyfusard. Et d'ailleurs, dans la réalité, c'est vrai aussi, et parlons de la recherche du temps perdu, mais la réalité est tellement proche à ce moment-là, dans la réalité, Proust avait compris cela aussi. Marcel Proust, et ça l'a dégoûté. Si bien qu'il a cessé de fréquenter les salons de Dreyfusard, parce qu'il a compris que c'était des salons où il n'était question que de se faire valoir pour être prochainement au gouvernement. Et puis surtout, Proust détestait l'idée d'un art démocratique. De ce point de vue, il était encore flaubertien. Alors, il détestait l'idée d'un art démocratique, et il détestait également l'idée, de lui-même de se parfaitement faire valoir. démocrate d'ailleurs, c'est pas la question en l'occurrence. Lui, totalement démocrate. Mais c'est Proust, l'idée un que tout le monde est républicain. du génie, en somme, qui lui semble une infamie. Oui, tout à fait. De ce point de vue-là, il est assez tocquevillien, si vous voulez. On ne sait pas s'il l'a lu, bien qu'il ait fait des études de sciences politiques, Proust. Mais Tocqueville était lu à l'époque. Et bon, je veux dire, Proust ne croit pas à l'égalité absolue, peut-être des conditions dans la loi, mais pas des conditions dans le réel. Et il pense qu'effectivement, un art démocratique, ce serait un art du nivellement, bien évidemment. Bon. Un art contemporain. Allez-y, pardon. Oui, alors donc, du point de vue des valeurs à la bourse mondaine, la Verdurin a compris que les idées politiques, professer des idées politiques, les faire valoir médiatiquement, dirait-on aujourd'hui, c'est une manière d'acquérir le pouvoir. Et donc, le salon devient Dreyfusard. Chez les Guermantes, c'est un peu différent, parce que globalement, dans le réel et dans le roman, l'aristocratie est anti-Dreyfusard tout simplement parce qu'elle est du côté de l'État, de l'ordre et de l'armée. C'est la tradition. Bien. Mais les Guermantes vont peu à peu, par hasard, devenir Dreyfusard, certains parce qu'ils vont se montrer convaincus que Dreyfus est innocent, et ce qu'il y a en eux d'authenticité va se trouver obligé de se rendre aux armes du vrai, et d'autres vont le faire peu à peu comme intérêt. Voilà. Donc l'intérêt prime dans les deux cas, chez les Verdurins et chez les Guermantes. On ne sait pas quelle est exactement la part de la morale. Pour les uns, elle est immense, pour les autres, elle semble minimale. Mais peu à peu, effectivement, cette sorte de grande distinction entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard, ça va être l'opinion qui va peu à peu tourner et se faire. Il y en a un qui est comme une girouette à cet égard, d'ailleurs, c'est le Guermantes Saint-Loup. Alors Saint-Loup, il est Dreyfusard à cause de sa maîtresse.
Oui, il à est cause de sa Dreyfusard maîtresse. jusqu'au moment, parce que sa maîtresse s'appelle Rachel. Voilà. Mais il est Dreyfusard jusqu'au moment où on commence à trop le dire et où il dit attendez, je ne vais pas non plus prendre fait et cause pour Dreyfus. Enfin, il est ambigu. Il est ambigu parce qu'il est dans l'armée. Saint-Loup est un officier, il est dans l'armée. Et Proust, à un moment, montre d'ailleurs, le narrateur nous emmène d'ailleurs en garnison avec Saint-Loup. Et on voit les différents officiers. On voit les officiers qui sont des officiers de la grande noblesse. On voit les officiers qui sont des officiers, comme Borodino, qui sont des officiers de la noblesse napoléonienne, de la noblesse d'Empire. Les uns méprisent les autres, les premiers méprisent les seconds. Bon. Et donc, effectivement, les seconds vont s'emparer du dreyfusisme. Les premiers, a priori, ne le sont pas. Donc, Saint-Loup, en quelque sorte, échappe à sa classe, mais il échappe à sa classe à cause de l'amour pour sa maîtresse. Et lorsque sa maîtresse l'aura quitté... Et aussi pour échapper à sa famille. Et aussi pour échapper à sa famille. Voilà. Donc, au fond, Proust montre, le règne de l'opinion. Il montre qu'il n'y a pas de vérité en politique. D'ailleurs, il dit quelque part, pardonnez-moi, je cite de mémoire, il n'y a pas de vérité en politique, il y a pratiquement que des intérêts. Là où le règne de l'opinion encore est avéré, c'est dans le jugement que portent les mondains sur la guerre elle-même. Il parle par exemple d'Odette, alors je le dis de mémoire, Odette qui dit oui, je ne pense pas que les Allemands iront jusque-là. Enfin, des jugements d'experts répandus dans des salons où on ne fait que lire les journaux, finalement, dont les articles sont bien souvent eux-mêmes le résultat de jugements d'experts qui se sont improvisés experts. Odette dit « J'espère que les Français auront assez de cran ». Enfin, oui, on a le sentiment les gens se grisent, tous ceux qui ne sont pas au front, finalement, se grisent de pouvoir en parler sans véritablement savoir de quoi ils parlent. C'est un des autres modèles du règne de l'opinion. C'est un des autres modèles du règne de l'opinion, et les quelques propos auxquels vous faites allusion sont extrêmement intéressants. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez cité Odette, vous avez cité Madame Verdurin. Ce sont effectivement les reines du Paris de la guerre à cette époque-là. Et elles parlent comme on parlait quelques années auparavant dans le salon Guermantes. C'est-à-dire, elles parlent d'évidence. Elles parlent comme si elles savaient tout. Elle parle au fond comme si on parlait de la guerre. Enfin, elle parle de la guerre comme s'il s'agissait de parler d'une partie qu'on allait faire ou d'une course, des résultats d'une course en quelque sorte. La sorte de légèreté finalement de cette aristocratie de la Belle Époque, qui va des années 1880 à 1914 à la guerre, qui est finalement l'époque réelle, l'époque référentielle du roman proustien. Bon. Eh bien, cette légèreté, cette bêtise allègre, finalement, de cette aristocratie à ce moment-là, qui a totalement délaissé les liens de la culture, qui était sa substance, sa nourriture auparavant. Cette légèreté-là, elle est passée du côté de la bourgeoisie. Tout simplement pourquoi ? Parce que la bourgeoisie a intégré et a pris le pouvoir. Merci Michel Herman, je renvoie l'auditeur à vos travaux sur Marcel Proust, en particulier votre dictionnaire des personnages de la recherche, paru aux éditions Abel, et dont les références plus précises se trouvent en ligne à la page des nouveaux chemins de la connaissance. Pour l'instant, il est l'heure sur France Culture de retrouver Adèle Van Rett et le journal des nouveaux chemins. Bonjour Adèle. Bonjour à tous, on quitte Proust avec regret, mais on a de bonnes raisons de se consoler aujourd'hui dans le journal des Nouveaux Chemins, puisqu'on continue notre traversée de l'œuvre de Stanley Cavell, ce philosophe américain qui s'intéresse aussi bien au langage qu'au cinéma et qu'à Shakespeare. C'est avec Sandra Laugier, spécialiste de Stanley Cavell, avec qui on a parlé hier de ce philosophe de l'ordinaire, que l'on va découvrir aujourd'hui le lien qu'il y a dans la pensée de Cavell entre Shakespeare et le scepticisme. Bonjour Sandra Laugier. Nous avions parlé hier de l'importance de l'ordinaire pour Stanley Cavell et vous aviez cité cette phrase du philosophe qui parle de l'inquiétante étrangeté de l'ordinaire. Et c'est précisément à partir de ce constat selon lequel l'ordinaire n'est finalement pas ce qui nous est le plus connu et le plus familier, c'est ce constat-là qui conduit au scepticisme en fait. Et donc peut-être on peut commencer par dire
qu'est-ce que le scepticisme? Est-ce que c'est uniquement le fait de douter de la réalité, le fait d'affirmer qu'on ne peut rien savoir? Ou comment est-ce qu'il faut comprendre le scepticisme pour Stanley Cavell? Pour Stanley Cavell, le scepticisme n'est compréhensible que à travers cette idée de l'inquiétante étrangeté de l'ordinaire et du fait que l'ordinaire nous soit, en fin de compte, mystérieux, inaccessible et non pas aussi immédiat qu'il n'y paraît. Donc le scepticisme ne se comprend que en articulation avec cette question de l'ordinaire et de la façon dont la vie ordinaire, si on essaye vraiment de la considérer ou de la décrire, eh bien, elle nous échappe, elle devient quelque chose d'extrêmement mystérieux. Et le moment sceptique, pour Cavell, est le moment où ce monde ordinaire nous devient opaque, obscur ou inquiétant. Et ce sont des moments d'ailleurs que le cinéma décrit très bien. Hein. Ce moment, par exemple, dans le film de Capra, bien connu, La vie est belle, eh bien, lorsque on sort du monde ordinaire et qu'on essaye de le considérer, quand on considère un monde où on n'existe pas, c'est là que le scepticisme émerge parce que on se rend compte que cet ordinaire, eh bien, il est tout à fait étrange et inquiétant au lieu d'avoir la familiarité que lui donne souvent la philosophie comme quelque chose d'un peu négligeable et qu'on connaît bien. Alors vous parlez de La vie est belle de Capra, c'est demain dont on parlera de cinéma surtout. Ah oui. Mais aujourd'hui on peut revenir sur cette idée donc de l'ordinaire comme étant le point de départ du scepticisme, avec notamment l'utilisation que fait Stanley Cavell de Shakespeare. Alors là c'est peut-être un peu plus surprenant, autant le lien entre l'ordinaire et le scepticisme paraît de manière très claire, autant le fait de convoquer Shakespeare pour exprimer cette idée est plus surprenante. Sandra Logier. Oui, tout à fait. On peut parler de Shakespeare. J'évoquais le cinéma simplement parce que pour Cavell, le scepticisme s'exprime partout, dans toutes sortes de domaines, et pas seulement dans la philosophie. Même pour lui, le scepticisme philosophique est une fausse expression du scepticisme, en fin de compte, ne représente pas ce qu'il appelle la vérité du scepticisme. Et qui serait l'expérience du scepticisme? Alors, l'expérience du scepticisme, c'est le scepticisme en tant qu'il est vécu dans le rapport à la vie ordinaire et à autrui. Stanley Cavell distingue deux scepticismes. C'est cela qui permet d'articuler sa pensée sur le scepticisme. Le premier, c'est celui de la philosophie dont vous parliez, qui est le doute. Alors, est-ce que le soleil se lèvera demain? Est-ce que le monde n'a pas été créé il y a 5 minutes avec tous mes souvenirs, etc. Donc, des doutes qui porteront sur la connaissance que je peux avoir du monde. Et pour Cavell, et c'est là que Shakespeare intervient dans son œuvre de façon stratégique, ce premier doute, qui sera un doute épistémologique cognitif, est une sorte de représentation fausse ou de masque pour un doute plus profond qui touche notre rapport à autrui et notre rapport au monde, un doute qu'il va appeler tragique. Et c'est là, donc, qu'intervient Shakespeare. Et dans la tragédie de Shakespeare, on voit très bien comment donc ce scepticisme fondamental vécu, l'expérience du scepticisme, qui traverse les héros de Shakespeare comme Othello, le roi Lear, Léontès dans le Conte d'hiver, tous ces personnages que Stanley Cavell évoque, ce scepticisme profond, leur incapacité à aller vers autrui, prend une forme très bizarre qui est une interrogation sur la connaissance. Est-ce que je peux savoir si ma femme me trompe, si mon enfant est vraiment le mien? Et donc, on a dans le scepticisme philosophique une sorte de transformation perverse, selon Cavell, d'un problème sceptique plus fondamental qui est la vérité du scepticisme et l'incapacité à entrer en contact avec autrui ou avec le monde. Et donc, c'est la façon dont le premier scepticisme, donc celui sur la connaissance, est une espèce de masque du second que nous essayons du coup d'oublier sous le premier, c'est cela qui intéresse Cavell. Donc la philosophie est elle-même production du scepticisme, quelque chose qui veut nous empêcher d'atteindre cette véritable expérience du scepticisme. Vous avez raison de le dire, on a parlé de tragédie et demain on parlera de comédie de remariage puisqu'on évoquera l'importance du cinéma pour Stanley Cavell. Merci beaucoup Sandra Logier, à demain. Au revoir. Voilà, merci à tous. On se retrouve demain pour la suite de ces aventures proustiennes et cavelliennes en compagnie du philosophe Jacques Dariulla. On se retrouve également sur Internet à toute heure du jour et de la nuit où vous attendent bibliographies et téléchargements.
10h59 sur France Culture. Dans un instant, question d'époque.